Bonsoir, merci. Vous savez, il a suffi vraiment de peu de choses pour que la courte histoire que je vais vous raconter ce soir se soit en fait déroulée. On est en 2008, et en 2008, j'ai été le témoin étonné et attentif d'un événement qui aujourd'hui me marque encore. C'est un événement qui m'a bouleversé. Et on est dans un lycée, dans la région bruxelloise, dans une commune qu'on appelle Molenbeek, une commune qu'on décrit dans la presse de chez nous comme étant le Bronx de Bruxelles. C'est une commune assez vaste, une population de 94 000 habitants, venant d'une centaine de pays différents, principalement des gens d'origine maghrébine, qui sont venus il y a une cinquantaine d'années travailler dans les mines en Belgique. C'est une commune vaste, mais aussi extrêmement pauvre. Commune jeune, où vous ne serez pas étonné d'apprendre que 43% des jeunes sont au chômage. Bref, nous sommes dans ce qu'on pourrait comparer ici en France au 93 9-3. Merci. À l'époque, j'avais décidé comme on l'a dit, de changer de carrière. C'est vrai que pendant 25 ans, j'avais géré des valeurs financières. Et puis je m'étais dit que voilà, il était temps de donner un sens nouveau à ma carrière, de gérer des valeurs humaines, donc de devenir enseignant. Et comme j'étais curieux de nature, voilà, j'avais postulé pour être enseignant dans des écoles difficiles. Les écoles qu'on appelle chez nous en encadrement différencié, chez vous les écoles en ZEP. Et j'étais vraiment heureux de mon affectation parce que j'étais là en train d'enseigner au cœur de Molenbeek des matières tournant autour de l'économie à des jeunes de terminale principalement. Et c'est vrai que cette première affectation a été étonnante parce que au début de novembre 2008, je me familiarisais avec ce nouveau métier. J'apprenais des prénoms que je n'avais pas l'habitude de prononcer, Bilal, Bouchra, Loubna. Et c'est vrai que je commençais à prendre le pouls d'une jeunesse que je ne connaissais pas, si ce n'est à travers les médias. Drogue, délinquance, radicalisme. Et après quelques semaines, je me rendais compte qu'en fin de compte, ces jeunes voulaient se marier, avoir 2 enfants, un appartement, bref, des rêves réalisables. Si c'était qu'on était à Molenbeek, né à Molenbeek, et ayant une scolarité à Molenbeek. Parce que dans votre pays, en France comme en Belgique, il y a une réalité qui est frappante, c'est l'inéquité scolaire. Alors l'inéquité scolaire, c'est un concept très simple qui peut se résumer en une phrase. Un élève venant d'un milieu socio-économique défavorisé n'a pas les mêmes chances de réussite qu'un élève venant de milieux socio-économiques favorisés. Alors, vous allez me dire, mais c'est normal. C'est ça le problème qu'on a en France et en Belgique, c'est que cette réalité devient presque une fatalité. Et c'est vrai qu'on l'a déjà dit, la France et la Belgique sont les cancres de l'équité scolaire. Dans nos pays, à 15 ans, un enfant venant d'un milieu socio-économique favorisé aura 3 années pédagogiques d'avance par rapport à un enfant venant d'un milieu socio-économique défavorisé. 3 années de différence. L'école ne joue absolument plus son rôle d'ascenseur social. Et c'est vrai qu'en ce début d'année 2008, lorsque je fréquentais la salle des profs, je constatais qu'un certain nombre de mes collègues avaient déjà un peu baissé les bras, abandonné. Et quand j'allais les voir pour essayer de comprendre leurs trucs et les astuces de profs chevronnés, moi qui étais un jeune prof, en tout cas en âge, en tout cas en expérience, pardon, pas en âge, ils me disaient, tu sais Pierre, il ne faut pas trop t'investir. Hein. Ces gamins, ça fait 20 ans qu'on essaie de travailler avec eux. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Hein. Honnêtement, déjà, ils ne parlent pas français à la maison, les parents ont démissionné. Donc, si nous, on nous demande en plus de jouer le rôle d'enseignant, d'éducateur et de formateur, bon, là, dans des écoles poubelles comme les nôtres, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Et c'est vrai qu'un certain nombre de mes collègues avaient ce type de discours. Et la réalité que je côtoyais au quotidien n'était pas loin de ce qu'ils me disaient. C'est vrai que j'enseignais, encore une fois, des matières tournant autour de l'économie à des jeunes qui étaient en terminale dans des sections professionnelles, et souvent, je devais leur apprendre le principe de la règle de 3, de la correspondance entre un nombre décimal et une fraction, de la matière de 4e primaire. Mais comment se faisait-il que des élèves qui, en dehors des cours, avaient du bon sens, de l'humour, de la répartie, avaient si peu de connaissances? Là, c'était vraiment une question que à laquelle je ne parvenais pas à trouver une réponse. Et j'avais dans ce lycée une classe qui était un peu ma classe préférée, tous les profs ont une classe préférée, et cette classe, moi je l'aimais bien parce qu'il y avait des fortes personnalités dans cette classe. C'était la classe de 6e AAA. Alors pour les Belges, la AAA, c'est une section professionnelle, AAA pour auxiliaire administratif et d'accueil. Et j'avais dans cette classe des personnalités fortes. Il y avait Driss, qui était un joueur de football de 2e division, qui rêvait d'aller au Barça. Il y avait Sadia,
qui voulait se marier pour vite arrêter ses études. Il y avait Soufiane qui était amoureux de Fatima, mais dont la famille de Fatima ne voulait pas. Et puis il y avait Delila qui était très religieux, qui m'expliquait avec patience la différence entre le halal et le haram. Et puis il y avait dans cette classe Hanan. Hanan, c'était une jeune fille d'un mètre 55 qui était pleine de vivacité. Et quand elle n'était pas là, vraiment, le climat de la classe était différent. Et Hanan, elle avait un rêve tenace, vivace, précis. Elle voulait devenir médecin. Et un jour, à la sortie d'un cours, elle me le dit, tout simplement, sans que je lui pose la question, de façon pratiquement anodine. Vous savez, monsieur, un jour, je serai médecin. Et là, à l'époque, je n'avais pas compris le rôle de l'enseignant. Je n'avais pas compris que l'enseignant devait être un coach, un tuteur, un phare pour ses élèves, pour leurs rêves, pour leur ambition. Et les mots que j'ai prononcés à Hanan à l'époque me font encore honte. Je lui ai dit, tu sais, Hanan, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut des rêves accessibles. Tu sais, tu n'as jamais fait de chimie, tu n'as jamais fait de bio, en maths, tu n'es vraiment pas terrible, donc médecin, tu ne seras jamais médecin. Hein. Peut-être aide médicale, peut-être, mais bon, oui, c'est bien, tu vas aussi aider les gens. Et j'ai vu dans le regard d'Hanan combien je l'avais blessée. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, heureusement, Madame Anthony, elle croit en moi, elle. Et puis elle me laissa là, le 12 novembre 2008. Madame Anthony, c'était le professeur de français d'Hanan. Et c'était un professeur discret. Elle devait avoir plus ou moins une cinquantaine d'années. Je ne la voyais pas souvent en salle des profs, elle se tenait souvent à l'écart, elle lisait un livre. Mais cette phrase de Hanan m'avait marqué. Donc ce jour-là, j'ai décidé d'aller voir Madame Anthony, de lui dire, de façon peut-être un peu arrogante et provocante, tiens, vous croyez vraiment qu'Hanan va pouvoir devenir médecin? Et puis elle me regarda, elle me dit, Hanan? Je dis oui, Hanan, celle de 6e A. Elle m'a dit qu'elle voulait être médecin et que vous y croyez, alors que l'ensemble des autres professeurs, moi y compris, on n'y croit pas. Et Madame Anthony, elle avait vraiment un regard malicieux. Elle me dit, ah oui, Hanan El Majoubi. Oui, bien sûr, elle va pouvoir être médecin, mais tu sais, elle va devoir suivre des cours de rattrapage, en maths, en physique, en chimie. Elle va devoir apprendre la persévérance, parce qu'il y aura des échecs. Elle va devoir apprendre des méthodes de travail, parce que dans les écoles, ici, on n'apprend pas vraiment les méthodes de travail. Mais oui, c'est sûr, elle sera un jour médecin. Alors moi, j'étais un peu ébahi, j'étais un peu perturbé, parce qu'elle m'avait donné au moins 3 ou 4 bonnes raisons pour lesquelles Hanan ne sera jamais médecin. Mais elle continua, elle me donna un conseil tellement précieux, ce 12 novembre 2008. Elle me dit, mais tu sais, Pierre, les 3 ou 4 défis que je viens de te donner et auxquels Hanan devra faire face, ce n'est pas le plus important. Le plus important repose sur nos épaules. Qu'est-ce que nous allons mettre, nous, en place, ces enseignants, pour faire en sorte qu'elle devienne un jour médecin? Car tu vois, la tâche de l'enseignant consiste à devenir un acteur du changement pour nos élèves. Et elle me laissa ce jour-là méditer sur cette phrase. Et ce que j'ai observé le reste de l'année a été bouleversant et discret à la fois. J'ai vu Hanan, sur l'heure du midi, passer du temps avec Madame Anthony. Hanan le soir avec Madame Anthony et d'autres accompagnateurs. C'était inspirant de voir ce professeur qui allait bien au-delà de son rôle d'enseignant, d'éducateur ou de formateur. Madame Anthony avait compris une fois pour toutes que le principe d'éducabilité s'appliquait à chaque élève, à chaque instant, dans chaque classe, et ce avec passion et humilité. Elle avait compris que l'inéquité scolaire n'était pas une fatalité. Elle avait compris que chaque enseignant dans chaque école devait être des acteurs du changement. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas resté assez longtemps dans cette école pour savoir combien de vies ou de trajectoires de vie Madame Anthony a pu changer. Simplement, je peux vous dire que j'ai revu Hanan en 2013. Hanan était en 3e année de médecine. Elle avait échoué 2 fois. Elle s'était relevée, elle avait persévéré, elle avait continué. Probablement qu'elle deviendra médecin en 2017. Donc, il a fallu peu de choses pour que Hanan réalise son rêve, que simplement quelqu'un croit en elle. Donc, pour Hanan et tous les autres, merci, Madame Anthony. Merci.